Très bon véhicule d'investissement pour les clients. La SCPI dégage des rentabilités au-dessus aujourd'hui des fonds en euros. Attention danger, la SCPI aujourd'hui peut souffrir de la collecte massive qu'il y a eu depuis 3 ans. Les différents fournisseurs de SCPI ont collecté quelques milliards d'euros, mais en face il n'y a plus forcément les bons baux de commerce, de bureaux sur lesquels ces sociétés peuvent investir. Nous ne les déconseillons pas, mais elle doit vraiment s'inscrire, la SCPI, dans une stratégie de diversification du patrimoine des clients. Le démembrement de propriété est un très bon placement par l'intermédiaire de la nue propriété. Ça reste de l'immobilier, donc il y a 3 règles d'or dans l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. La nue propriété, ce sont des biens patrimoniaux que l'on va garder dans son patrimoine sur un horizon de 15 à 17 ans. Et lorsque l'on récupère la pleine propriété de ce bien, on peut à nouveau démembrer cette propriété pour la transmettre à ses héritiers en diminuant l'assiette successorale. Alors, la nue propriété, vous avez 3 intervenants majeurs sur le marché. Donc vous allez investir sur un bien qui va être décoté de 40 ou 50%, ce qui est tout à fait logique, puisque vu que vous êtes en démembrement de propriété, vous n'achetez que la nue propriété. L'usufruit est confié à un bailleur social qui va le mettre en location. Et au terme des 15 ans ou des 17 ans contractuels, vous récupérez donc la pleine propriété. 3 solutions s'offrent à vous. Vous redémembrez ce bien, vous le mettez en location, ou alors vous le récupérez en résidence secondaire ou tertiaire. Il y a 3 intérêts. Le premier intérêt, c'est que ça sort de la base taxable ISF. Donc pour les clients qui ont la chance de payer cet impôt sur la fortune, c'est toujours intéressant. Le deuxième levier, tout simplement, si on fait un crédit, on va pouvoir déduire les intérêts d'emprunt. Donc on va créer du déficit foncier. Donc on va baisser la facture impôt sur le revenu. Et puis, le troisième intérêt, c'est qu'on achète un bien qui est décoté. Donc si on prend les quelques situations géographiques parisiennes, Côte d'Azur, Bordeaux, etc., on peut accéder à des biens, du coup, sur une enveloppe moins importante et récupérer le bénéfice de la pleine propriété à terme. Assurance vie, ça reste aujourd'hui le placement préféré des Français. C'est le placement, je dirais, qui va apporter le meilleur compromis entre rendement, protection du capital et fiscalité. Donc c'est un très bon véhicule. Maintenant, un client patrimonial ne peut pas avoir que de l'assurance vie, il doit également avoir du PEA. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer sur des actions européennes et françaises. Vous avez aussi du PEA PME, donc qui va aider, je dirais, les petites et moyennes entreprises. Donc, en investissant sur ce type de véhicule, on va aider les entreprises françaises, européennes dans leur développement, tout en allant chercher un gain personnel. Donc je pense que PEA, assurance vie, les deux sont très bien, et le PEA peut aussi se mettre en contrat de capitalisation à l'intérieur. Donc il y a un double effet là aussi bénéfique pour les clients. Vous pouvez aujourd'hui avoir un PEA bancaire et demander à votre conseiller en gestion de patrimoine de le transférer dans un contrat de capitalisation. Et donc vous allez conserver cette date fiscale. C'est le premier avantage. Et le double avantage, c'est que vous êtes à l'intérieur d'une poche assurance vie. Donc vous bénéficiez aussi de la fiscalité de l'assurance vie. Ce qui vous permet de pouvoir faire des retraits, des rachats sans casser l'enveloppe. Ou en tout cas, même si vous cassez l'enveloppe PEA, elle reste abritée dans l'enveloppe capitalisation. Donc c'est une double protection de la fiscalité. Le bilan patrimonial, c'est la première étape d'une relation avec son client. Le bilan patrimonial va déterminer le cahier des charges, la feuille de route que le client nous confie et que le client souhaite. On va déterminer ses objectifs, ses besoins à moyen long terme. Et nous, ça va être notre guide pour répondre au plus près aux besoins de nos clients. C'est
c'est le rôle du conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Alors le bilan patrimonial, c'est un mot qui s'est vulgarisé. Aujourd'hui, tout le monde propose des bilans patrimoniaux. L'avantage du conseiller en gestion de patrimoine indépendant, c'est que le I d'indépendant veut dire qu'on travaille avec tout le marché. Et on va pouvoir coller au plus près des besoins du client qu'on a déterminés dans ce bilan patrimonial. Donc c'est la base de notre métier, je dirais que c'est la première étape et c'est là où on crée la relation de confiance avec le client. En tout cas, la première étape de cette relation de confiance. La rémunération, c'est un grand débat du conseiller en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, la rémunération, elle se fait par plusieurs leviers. Le premier, lorsque vous rentrez en relation avec votre client, qu'il a envie de vous faire confiance, vous mettez en place une lettre de mission. Vous facturez des honoraires ou vous n'en facturez pas. Ça, c'est le premier mode de rémunération. Le deuxième mode de rémunération, c'est est-ce que le client a envie de vous rémunérer par des frais d'entrée au démarrage par rapport à la qualité de la proposition que vous lui avez faite et de la solution que vous lui avez trouvée. Et le troisième, c'est le grand débat, c'est ce qu'on appelle les rétrocessions. Donc les fournisseurs qui nous rétrocèdent au maximum 70% des frais de gestion qui seront pris au client. Donc moi j'ai tendance à dire pour le client ça ne change rien parce que de toute façon ces frais de gestion sont déjà pris par le fournisseur. Maintenant est-ce qu'il vaut mieux pas rémunérer un CGP par cet intermédiaire pour qu'il accompagne son client dans le temps et qu'il ait un fonds de commerce qui lui permette de vivre et donc de pouvoir investir dans des services qu'il va pouvoir rendre à ses clients. Monsieur le CGP, je vous donne 100, est-ce que j'ai 90 à la fin de l'année ou est-ce que j'ai 110? Là déjà, il va pouvoir mesurer la qualité justement de la poche qu'on lui a mis en place, si c'est un contrat d'assurance vie, de son allocation d'actifs qui va correspondre à son profil de risque, qui va correspondre à la poche action, obligations, etc., fonds en euros qu'on a pu lui mettre. Donc il va pouvoir le mesurer ici. Après, on a certains clients qui vont nous mandater pour être seulement dans la transmission du patrimoine. Donc là, ils vont pouvoir le mesurer, je dirais, quelque part quand il y a un aléa de la vie malheureux et que l'assiette successorale a été très allégée. Il va pouvoir le mesurer pour les clients qui ont la chance de payer l'ISF, si on divise leur ISF par 2, par 3 ou qui ne payent plus d'ISF. Ils vont le mesurer comme ça. Ils vont le mesurer par la qualité du conseil, par un chef d'entreprise qu'on va accompagner dans une session d'entreprise. Est-ce qu'on est en capacité de le faire? Si on n'est pas en capacité de le faire, est-ce que nous avons autour de nous des personnes qui ont cette capacité? Est-ce qu'on a des avocats d'affaires? Est-ce qu'on a des notaires? Voilà, ils vont le mesurer comme ça, les clients.